Tout le monde n'est pas aussi enthousiaste à propos de ces tarifs douaniers. Je voudrais citer l'archi-néoconservateur John Bolton. Voici ce qu'il a dit à propos des tarifs de Trump sur l'Inde et de la façon dont cela pousse essentiellement l'Inde vers la Chine et la Russie également. Cela montre exactement ce que je considère comme le pire scénario pour les États-Unis. L'Inde a réagi très négativement, comme on pouvait s'y attendre, à ces tarifs liés aux achats de pétrole russe, en partie parce qu'il constate que la Chine n'a pas été soumise à des tarifs. Et Trump semble, dans l'esprit de nombreux experts de la Chine, se préparer à traiter la Chine plus favorablement qu'il n'a traité l'Inde, mettant ainsi en péril des décennies d'efforts américains pour éloigner l'Inde de la Russie, pour éloigner l'Inde de la Chine, afin qu'elle se joigne à nous dans la tentative de contrer les efforts chinois visant à obtenir l'hégémonie le long de son vaste périmètre Indo-Pacifique. Et l'ironie ici, c'est que si les sanctions secondaires contre l'Inde sont censées nuire à la Russie, elles pourraient en réalité rapprocher l'Inde de la Russie, et ironiquement de la Chine, peut-être même jusqu'à négocier ensemble. On retrouve ici Max Boot, bien sûr, partisan de la guerre en Irak, adepte du « diviser pour mieux régner ». Trump fait l'inverse. Ses politiques poussent de potentiels alliés des États-Unis dans les bras de la Russie et de la Chine. Alors Ben, parle-nous de la façon dont la Chine est devenue la grande gagnante dans cette affaire, dans la mesure où l'Inde cherche sérieusement à s'étendre et à se diversifier, de façon presque surprenante, avec la Chine désormais, ce qui n'était certainement pas une conséquence voulue. Oui, à bien des égards. Encore une fois, j'ai parlé ici du fait que Trump est un président tellement contradictoire, parce qu'il dit vouloir faire quelque chose. Mais ses politiques finissent en réalité par provoquer exactement l'inverse. Il dit vouloir préserver l'hégémonie du dollar américain, mais il accélère la dédollarisation. Il dit vouloir réduire le déficit courant des États-Unis, le déficit commercial avec le reste du monde, mais en réalité, il va probablement l'augmenter à bien des égards. Et en ce qui concerne la Chine, Trump a été obsédé par l'idée d'affaiblir la Chine, de l'isoler, mais en réalité, il a renforcé la Chine. Ses politiques se retournent tellement contre lui. C'est pourquoi, en Chine d'ailleurs, il existe un terme souvent utilisé pour Trump, qui est une sorte de critique moqueuse à son égard, une façon de se moquer de lui. On l'appelle parfois Chuan Jianguo. C'est donc comme un nom chinois. Chuan est son nom de famille, puis Jianguo, qui correspond au prénom. En chinois, le nom de famille vient en premier, suivi du prénom. Jianguo signifie « bâtisseur de la nation ». Leur nom chinois pour lui est donc Trump, bâtisseur de la nation. Mais il ne construit pas les États-Unis. Il renforce la Chine. Il aide à bâtir la nation chinoise. Et voici un autre bon exemple. Donc, vous savez ce criminel de guerre abominable, John Bolton, je veux dire qui devrait être en prison, l'un des architectes de la guerre en Irak, a appelé pendant des décennies à bombarder l'Iran, tous les pays. Je veux dire, c'est un va-t-en-guerre complet. Il s'est vanté du fait que pendant le premier mandat de Trump, quand Trump, qui prétendait combattre l'État profond, s'est entouré d'une bande de néoconservateurs bellicistes, dont John Bolton, qui était le conseiller à la sécurité nationale de Trump, Bolton s'est vanté d'avoir soutenu une tentative de coup d'État au Venezuela. Et Trump voulait envahir le Venezuela. Et maintenant, Marco Rubio, un autre néoconservateur abominable, est à la fois secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale sous Trump, maintenant lors de son second mandat, ce qui signifie que Rubio est la deuxième personne de l'histoire des États-Unis à occuper les deux postes, après un autre criminel de guerre notoire, Henry Kissinger. Donc vous avez Bolton, Kissinger, Rubio, ils sont tous du même acabit ici. Pour revenir à ce que Bolton a dit, ironiquement, je suis en désaccord avec lui dans 99% des cas.
Mais ici, il a raison. Sauf que c'est une bonne chose que les États-Unis fassent cela, parce que cela renforce le monde multipolaire. Vous savez, Trump, encore une fois, il est tout simplement tellement stupide. Franchement, que ce qu'il fait, en essayant d'isoler tous ces pays et de menacer des pays comme l'Inde, l'une des choses qui met Trump en colère, c'est que l'Inde a un excédent commercial croissant avec les États-Unis. Donc, honnêtement, je ne pense pas que ces tarifs sur l'Inde concernent vraiment la Russie. Il ne s'agit pas du fait que l'Inde achète du pétrole à la Russie, car, comme cela vient d'être souligné, la Chine achète énormément de pétrole à la Russie. Et Trump n'a pas imposé de droits de douane à la Chine pour cela, précisément parce qu'il est actuellement en pourparlers avec la Chine pour conclure une sorte d'accord commercial. Donc Trump utilise cela comme prétexte pour imposer d'énormes droits de douane à l'Inde, afin de faire pression sur elle pour qu'elle vienne à la table des négociations, pour la forcer à signer un traité inégal, comme il l'a fait avec l'UMMWRMR. Ce que Trump ne comprend pas, parce qu'il ne connaît rien à la politique internationale, c'est que l'UE-GROWER est complètement subordonné aux États-Unis. Ce sont des vassaux. Ceci est désormais exprimé ouvertement par des think tanks européens, comme le Conseil européen des relations internationales, qui se plaignent du fait que l'Europe est devenue un vassal des États-Unis. L'Inde n'est pas un vassal des États-Unis. J'ai beaucoup de critiques à formuler à l'égard de la politique étrangère et du gouvernement indien, mais ce n'est absolument pas un vassal. L'Inde est un pays très indépendant d'esprit, et le gouvernement indien a toujours maintenu une politique étrangère non alignée. L'Inde a été l'un des cofondateurs du mouvement des non-alignés. À l'époque où le mouvement des non-alignés a été cofondé, c'était sous Nehru, qui était un dirigeant de gauche anticolonialiste. Aujourd'hui, Modi est un nationaliste hindou de droite, et il s'est beaucoup éloigné de la politique étrangère historique de l'Inde. Si l'on remonte à la Première Guerre froide, l'Inde était toujours fière d'être le leader du mouvement du tiers-monde. Et c'était toujours, aujourd'hui, on dirait le Sud global. L'Inde, sous le parti du Congrès national indien, s'est davantage affiliée au Sud global. Sous Modi, ironiquement, lorsqu'il est arrivé au pouvoir il y a une décennie, il était le dirigeant indien le plus pro-occidental de l'histoire, et en particulier le plus pro-américain. Mais encore une fois, Trump le pousse à revenir vers une politique étrangère plus non alignée. Et Trump défait cette politique américaine de plusieurs décennies qui visait à courtiser l'Inde pour isoler la Chine, une politique qui remonte même avant Obama, à George W. Bush, mais surtout sous Obama. Obama avait mené une offensive de charme et il disait qu'il était le meilleur ami de Modi. Il adorait Modi. Vous savez, malgré le fait que Modi soit un nationaliste hindou d'extrême droite ayant des politiques très islamophobes. Vous voyez, c'est toujours comme ça avec les démocrates. Ils prétendent soutenir l'antiracisme, affirment être contre l'islamophobie et pour les droits civiques, tout ça. Et pourtant, ils sont tout à fait disposés à collaborer avec ces dirigeants d'extrême droite quand cela sert leurs intérêts politiques. Donc, c'est pas quelque chose d'unique à Trump, n'est-ce pas? Les gens parlent de la bromance Trump-Modi. Eh bien, nous voyons maintenant que Trump s'oppose à Modi parce qu'il essaye d'utiliser ses tarifs douaniers sur l'Inde pour forcer ce pays à signer un accord commercial inéquitable qui profiterait aux États-Unis au détriment de l'Inde. Je ne pense pas que cela va vraiment se produire, car tout d'abord, le commerce de l'Inde avec les États-Unis n'est pas si important. Le commerce de l'Inde avec la Russie, et même avec la Chine, est plus important que celui avec les États-Unis. De plus, la politique étrangère de l'Inde, si l'on revient au mouvement des non-alignés, pendant la Première Guerre froide, l'Inde s'était alliée de manière assez étroite avec l'Union soviétique. Même si elle faisait partie du mouvement des non-alignés, tout le monde savait que l'Inde était une amie très proche de l'Union soviétique.
was a very close friend of the Soviet Union. And of course, in the Sino-Soviet split, Et bien sûr, dans la scission sino-soviétique, ce qui encore une fois montre que l'histoire évolue de manière surprenante, n'est-ce pas? Parce que j'ai parlé plutôt de Nixon. C'est ce Nixon intransigeant, de droite, conservateur, farouchement anticommuniste, qui s'est rendu en Chine, a rencontré Mao Zedong et a normalisé les relations avec la Chine. Encore une fois, l'histoire réserve des surprises. Et puis, bien sûr, après la scission sino-soviétique, dans les années 1960, la Chine est devenue très anti-soviétique et s'est rapprochée de l'Occident pour contrebalancer l'Union soviétique. Or, l'Inde était très proche de l'Union soviétique. Et bien sûr, l'Inde entretenait des relations très négatives avec la Chine. En fait, dans les années 1960, l'Inde et la Chine se sont affrontées lors de conflits frontaliers. Et elles connaissent depuis lors une sorte de conflit frontalier de faible intensité. Mais il y a eu une guerre entre l'Inde et la Chine. Ainsi, l'Inde se trouvait très fermement dans le camp pro-soviétique pendant la Première Guerre froide, malgré son rôle de leader dans le mouvement des non-alignés. Puis, après la fin de la Première Guerre froide, on a vu que l'Inde était un État à partie unique pendant la majeure partie de son histoire moderne, de l'indépendance en 1947 jusqu'en 2014, avec l'ascension de Modi. Ainsi, le Congrès national indien, dans les années 1990, avec l'effondrement de l'Union soviétique, a clairement vu que la Russie rejoignait en quelque sorte le camp américain. Et ils ont compris ce qui allait se passer. Et l'Inde a considérablement amélioré ses relations avec les États-Unis. Ils ont alors pris un virage plus néolibéral. Mais aujourd'hui, on constate que la Russie est redevenue une grande puissance. La Chine est assurément une grande puissance. En 2009, à la suite de la crise financière américaine, il était évident que les États-Unis étaient en déclin. Donc vous savez, l'Inde a rejoint les BRICS en 2009 lors de leur cofondation. Et nous voilà aujourd'hui, et la situation mondiale est complètement différente. Donc je veux dire, Trump, il vit à une époque où il surestime la puissance de l'Empire américain. Il pense que les États-Unis peuvent simplement forcer tous ces pays à faire tout ce que les États-Unis veulent, avec des tarifs douaniers, des sanctions et tout le reste. Mais il est confronté à la réalité. Et Modi est aussi confronté à la réalité. Encore une fois, Modi avait été un dirigeant relativement pro-américain, mais il reconnaît aussi que la Russie est l'un des partenaires les plus importants de l'Inde. La Russie vend à l'Inde une grande quantité de pétrole vraiment bon marché. Il reconnaît que la Chine est une grande économie émergente. C'est la plus grande économie du monde si l'on mesure le PIB en parité de pouvoir d'achat. Ce sont des voisins. Ils doivent s'entendre. Ils vont commercer de plus en plus. L'Inde souhaite des investissements chinois. Tous ces facteurs se conjuguent, poussant l'Inde vers une position de plus en plus non alignée. Je ne m'attends pas à ce que l'Inde et la Chine deviennent de bons amis. Mais cela montre que l'hégémonie des États-Unis est aujourd'hui bien plus faible que ce que pensent Trump et de nombreuses personnes à Washington, y compris les démocrates. Tout cela est tombé sur l'Inde. Et la justification était que les États-Unis veulent éloigner l'Inde de la Russie et la punir pour son commerce de pétrole avec la Russie. Vous avez probablement vu l'énorme vague de critiques que Trump a reçue de la part des archi-néoconservateurs, car cela coïncidait avec le moment où Donald Trump a reporté son offensive tarifaire contre la Chine de 90 jours supplémentaires. Il va donc y avoir encore 90 jours, pendant lesquels des négociations avec la Russie auront probablement lieu, mais sans nouveaux tarifs imposés à la Chine durant cette période. Et lorsque nous écoutons John Bolton, c'était Caitlin Collins, qui est une fauconne en matière d'hégémonie américaine. Ici, elle interroge Peter Navarro, je crois, qui siège au cabinet de Trump, à propos de ces tarifs. Et il a dit quelque chose de vraiment intéressant. J'espère que les gens pourront l'entendre.
Ils importent plus de pétrole russe que l'Inde, et pourtant, ils n'ont pas été visés pour cela. Alors pourquoi les droits de douane de l'Inde sont-ils doublés? Comme le dit le PRON, voyons ce qui va se passer. Resource Guzet a l'esprit que nous avons plus de 50% de droits de douane sur la Chine. D'accord, mais ils pourraient aller plus loin, mais ils n'ont pas été sanctionnés pour avoir acheté du pétrole russe. Nous avons plus de 50% de droits de douane sur la Chine. Donc nous ne voulons pas en arriver au point où nous nous ferions du tort à nous-mêmes. Je voudrais m'arrêter là parce qu'il dit « Nous ne voulons pas en arriver au point où nous nous faisons du tort à nous-mêmes ». Et nous avons entendu la même chose de la part de J.D. Vance sur Fox News. Il a dit la même chose. Si on va trop loin avec la Chine, cela commence à nous nuire. Alors Ben, réagis à cela, car il n'y a pas eu beaucoup de pression sur l'administration Trump pour réellement augmenter les droits de douane sur la Chine, autant que sur l'Inde, voire plus, précisément pour cette raison. Et l'administration Trump a clairement déclaré que si nous faisons cela, cela nous nuira encore davantage. Oui, d'accord. Il y a plusieurs points auxquels je voudrais répondre. Tout d'abord, je suis content que tu aies évoqué le fait que CNN pousse Trump à être encore plus belliciste et agressif. Ils disent, d'accord, tu punis l'Inde, mais pourquoi tu ne punis pas aussi la Chine? Tu devrais punir et attaquer tout le monde. Je veux dire, ça montre à quel point c'est pitoyable. Voilà la situation politique aux États-Unis. Parce qu'évidemment, tu sais, ça fait 1 heure qu'on critique Trump ici. Et je pense que Trump est un dirigeant absolument horrible. Mais en plus, la soi-disant opposition démocrate est tout aussi mauvaise. Je veux dire, c'est tellement pitoyable. La situation politique aux États-Unis où tout le monde est simplement d'accord pour que les États-Unis soient cet empire mondial qui attaque tout le monde. Attaque la Chine, attaque l'Inde, attaque la Russie. C'est incroyable. Mais pour revenir à votre point principal sur le commerce, quelques éléments. Ce que cela montre, c'est que tout d'abord, le commerce des États-Unis avec la Chine est bien plus important que le commerce des États-Unis avec l'Inde. Regardez ce que les États-Unis importent d'Inde. Regardez ce que les États-Unis importent de Chine. Ce sont des niveaux d'importance complètement différents. Ce que les États-Unis importent de Chine inclut, oui, on parle souvent de produits en plastique bon marché, de jouets et de vêtements. Mais en fait, c'est une vision de la Chine d'il y a 40 ans. Les principales exportations chinoises vers les États-Unis aujourd'hui comprennent les téléphones portables, les ordinateurs, les semi-conducteurs, ironiquement, les puces électroniques. Parce que oui, Taïwan, qui est une province de la Chine selon le droit international, fabrique les puces les plus avancées, conçues par Nvidia, mais produites par TSMC à Taïwan. Mais la grande majorité de ce qu'on appelle les puces legacy, les semi-conducteurs utilisés dans la plupart des technologies courantes, sont fabriqués en Chine continentale par SMIC et d'autres entreprises chinoises. Donc, les États-Unis sont très dépendants. De plus, les batteries qui sont présentes dans toutes les technologies modernes, nous avons besoin de batteries. Les États-Unis dépendent donc vraiment de nombreuses importations cruciales en provenance de Chine. Un autre bon exemple concerne les minéraux critiques, n'est-ce pas? Et la Chine a agi de manière très stratégique, car Trump menaçait d'imposer des droits de douane de 145% sur la Chine. La Chine a donc répondu en restreignant l'exportation de minéraux critiques, en particulier les terres rares, car elles représentent la grande majorité de la chaîne d'approvisionnement mondiale pour le traitement des terres rares. Et les terres rares sont également nécessaires pour de nombreuses technologies avancées, et surtout pour l'équipement militaire. La Chine est donc tout simplement bien plus importante.
Son rôle dans l'économie mondiale, dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, je veux dire la Chine est la chaîne d'approvisionnement mondiale, la chaîne de valeur mondiale, en termes de type de technologie et de biens qu'elle produit, comparé à l'Inde. Vous savez, quand Modi est arrivé au pouvoir, je crois que cela fait maintenant 11 ans, il avait cette idée de « Make in India ». Il disait qu'il allait augmenter massivement la part de l'industrie manufacturière dans le PIB de l'Inde et que l'Inde allait essayer de suivre l'exemple de la Chine et devenir ce centre mondial de fabrication. C'est un échec total. En fait, la part de l'industrie manufacturière dans le PIB de l'Inde a diminué sous Modi. L'Inde n'est pas devenue le centre mondial de fabrication. Il y a eu beaucoup de délocalisation de production manufacturière à faible valeur ajoutée hors de Chine. Et où cela va-t-il? Ce n'est pas vers l'Inde. Une grande partie va en Asie du Sud-Est, en particulier au Vietnam, en Thaïlande et en Indonésie. Donc, la réalité, c'est que les États-Unis peuvent se permettre ce genre d'intimidation envers l'Inde de cette manière. Ils ne peuvent pas faire cela avec la Chine, car la Chine a clairement indiqué qu'elle avait des cartes à jouer, comme les restrictions sur les terres rares. Qu'est-ce que l'Inde pourrait restreindre? Quel type d'exportation l'Inde pourrait-elle limiter vers les États-Unis que les États-Unis ne pourraient pas obtenir d'autres pays? Cela montre donc que les États-Unis ont beaucoup plus de leviers sur l'Inde que sur la Chine. Cependant, il y a un gros bémol. Encore une fois, j'ai déjà évoqué le fait que le commerce entre les États-Unis et l'Inde n'est pas aussi important pour les États-Unis que le commerce entre les États-Unis et la Chine. Mais Charleston du sens. Le commerce de l'Inde avec les États-Unis n'est pas aussi important pour l'Inde que ne l'est le commerce de la Chine avec les États-Unis pour la Chine. Même si, pour la Chine aussi, cela évolue en raison de la relation étroite qu'elle entretenait avec les États-Unis. Pour revenir à l'histoire, la rupture sino-soviétique, on peut dire qu'à partir des années 1970 jusqu'aux années 2000, la Chine et les États-Unis étaient très proches. Puis, à partir des années 2010, la Chine a commencé à se diversifier. Elle a lancé l'initiative des nouvelles routes de la soie, surtout sous la direction du président Xi Jinping. La Chine s'est orientée un peu plus vers une direction multipolaire, cherchant à diversifier sa politique étrangère et son commerce, en commerçant avec d'autres pays. L'Inde, elle, a toujours été ainsi. L'Inde n'a jamais vraiment été ce genre d'allié proche des États-Unis. Pendant la première guerre froide, elle était bien plus pro-soviétique. Et même dans les années 1990 et 2000, avec le tournant néolibéral en Inde et une orientation un peu plus pro-américaine, elle n'a jamais eu autant d'échanges commerciaux avec les États-Unis que la Chine. Donc encore une fois, c'est un point que je souligne sans cesse parce qu'il est crucial à comprendre. Trump pense que les États-Unis disposent d'un immense levier et d'un grand pouvoir. Mais ce que l'on constate, c'est que plus il attaque beaucoup de ces pays, plus on voit en réalité les limites de la puissance américaine. Beaucoup de gens présentent l'administration Trump et Donald Trump lui-même comme des personnes pas intelligentes. Vous savez, peu intelligentes, stupides. Assourceting. Ce n'est pas le seul facteur. Ce n'est pas le seul facteur, oui. Eh bien, c'est pour ça que je veux en parler, parce qu'il y a ce facteur. Mais c'est très intéressant, car ils savent à quel point les droits de douane peuvent avoir un impact négatif lorsqu'ils vont trop loin. Mais dans ce cas, Ben, en poussant l'Inde vers la Chine, ils ne bronchent même pas et n'envisagent absolument pas de faire marche arrière. Voici un extrait de ce que Scott Bessent a dit sur l'importance de maintenir les douanes sur l'Inde. Prêt à négocier. Et nous avons imposé des droits de douane secondaires aux Indiens pour l'achat de pétrole russe. Et je peux imaginer que si les choses ne se passent pas bien, alors les sanctions ou les droits de douane secondaires pourraient augmenter.
Littéralement, Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, dit que ces tarifs dépendent d'une réunion, un soi-disant acte de diplomatie. Cela n'a vraiment rien à voir avec l'Inde, si ce n'est qu'ils affirment qu'ils punissent l'Inde pour avoir acheté du pétrole russe. Oui, je veux dire, j'ai les chiffres ici, parce que quand on regarde ces chiffres, ça commence à avoir un peu plus de sens. D'accord. Les échanges de biens et de services entre les États-Unis et l'Inde en 2024 s'élevaient à 212 milliards de dollars. Désolé, je me suis trompé. C'était bien 2024. Donc, les échanges entre les États-Unis et l'Inde en 2024, 212 milliards de dollars. La même année, les échanges entre les États-Unis et la Chine, 658 milliards de dollars, 3 fois plus. Aujourd'hui, l'Inde compte 1,4 milliard d'habitants. La Chine compte 1,4 milliard d'habitants. Elles sont donc pratiquement de la même taille. Les États-Unis commercent 3 fois plus avec la Chine. Et j'ai déjà expliqué que ce que les États-Unis importent de Chine, pas tout, mais en grande partie, est bien plus important que ce qu'ils importent d'Inde. Et les États-Unis ne peuvent pas trouver beaucoup d'alternatives à ce qu'ils importent de Chine, alors qu'ils peuvent en trouver beaucoup pour ce qu'ils importent d'Inde. Cela explique donc les principales différences. De plus, encore une fois, cet extrait que vous venez de passer de Scott Bessent, le milliardaire gestionnaire de fonds spéculatifs qui dirige maintenant le Trésor américain sous Trump, a clairement indiqué que ce qu'ils font avec ces droits de douane sur l'Inde, c'est qu'ils les utilisent comme levier. Ils vont essayer de forcer l'Inde à signer une sorte d'accord avec les États-Unis. Je pense que ça va probablement arriver. L'Inde essaiera sans doute de signer un accord avec les États-Unis. Ils ne veulent pas de droits de douane à 50%. C'est vraiment élevé. Bien sûr, aucun pays ne veut de ces droits de douane massifs. Parce que, vous savez, même la Chine, évidemment, le gouvernement américain a clairement indiqué qu'il menait une nouvelle guerre froide contre la Chine. Mais la Chine, ils le savent. Croyez-moi, je le sais. Les gens à Pékin, responsables de la politique étrangère, diplomates, analystes, professeurs, ils sont très intelligents. Le niveau de ces analystes et experts à Pékin est bien supérieur à celui des soi-disant experts à Washington. Nous parlions de l'élément de stupidité. Je ne suis pas d'accord avec certains de ces démocrates qui disent simplement « Tout ce que fait Trump, c'est parce qu'il est stupide. Il ne sait rien. » Évidemment, c'est une simplification grossière. Mais il y a clairement un élément d'ignorance et de stupidité extrême, ainsi qu'une arrogance, qui est l'envers de l'ignorance, non? Parce que quand on ne connaît rien du monde, il est facile d'être très arrogant quant à son pouvoir. Et cela vaut pour de nombreux politiciens américains, mais surtout, vous savez, pour les républicains et ces nationalistes de droite qui agitent le drapeau et se frappent la poitrine. Regardez Pete Hegseth, par exemple. Ce type, il n'est pas très malin. Et vous savez, je parle toujours de son livre insensé qu'il a publié en 2020, American Crusade, où il disait que les États-Unis mènent une guerre sainte contre la Chine. Il a écrit ça dans son livre. Il est maintenant secrétaire à la Défense. Donc évidemment, les gens en Chine savent ce qui se passe à Washington. Mais ils veulent aussi continuer à commercer avec les États-Unis parce que, selon la Chine et selon beaucoup d'autres pays, le commerce n'est pas politique. Maintenant, évidemment, je pense que le commerce est politique. Mais je comprends aussi leur point de vue. Ils voient comment les États-Unis utilisent le commerce comme une arme. Et l'Inde a aussi une vision similaire. Ils disent, écoutez, nous voulons juste commercer. Nous ne voyons pas le commerce comme un outil politique. Trump, lui, dit que non, le commerce est un outil politique. L'accès au marché américain est un privilège, selon Trump. Et fondamentalement, la façon dont je vois les choses, encore une fois, ça n'a pas commencé avec Trump.
Il y avait une carte très intéressante, publiée par Bloomberg, basée sur des sources internes à l'époque de l'administration Biden, avant que Trump n'entre en fonction pour son second mandat. L'administration Biden avait cette politique à laquelle Bloomberg a eu accès, où en gros, il divisait le monde en 3 parties, selon l'accès aux puces avancées, aux semi-conducteurs avancés. Et en gros, si vous étiez un allié proche des États-Unis ou un vassal, comme l'Europe, le Japon, la Corée du Sud, ces alliés proches des États-Unis, alors les États-Unis vous autorisaient à acheter les puces les plus avancées, les semi-conducteurs les plus avancés. Et puis, si vous étiez un pays qui entretenait peut-être de bonnes relations avec les États-Unis, mais qui n'était pas entièrement digne de confiance, comme l'Inde, comme l'Arabie saoudite, alors vous vous retrouviez dans cette sorte de zone intermédiaire. Et si vous étiez une cible des États-Unis pour des sanctions et tout cela, vous étiez, vous savez, les mauvais pays. Ce que Biden et les démocrates appelleraient ces soi-disant autocraties, ce qui signifie en gros des pays qu'ils n'aiment pas. Vous pouvez avoir des élections démocratiques, mais s'ils ne vous aiment pas, alors vous êtes une soi-disant autocratie. Et c'est ainsi que l'administration Biden poursuivait les restrictions sur les semi-conducteurs, sur les puces, n'est-ce pas? Parce que les États-Unis tentaient d'empêcher la Chine d'importer les puces les plus avancées afin d'étouffer l'industrie de l'IA chinoise, ils pensaient que si la Chine ne disposait pas de ces puces, son industrie de l'IA aurait toujours quelques années de retard sur les États-Unis et que les grandes entreprises technologiques américaines auraient un monopole sur l'IA, ce qui donnerait aux États-Unis un avantage compétitif. Bien sûr, nous savons maintenant que cela a échoué. La Chine dispose de DeepSeek et d'autres entreprises technologiques qui ont déjà créé des modèles tout aussi performants que ceux des États-Unis, et ils sont open source. Ils sont gratuits et en open source. Bref, cette stratégie n'a évidemment pas fonctionné. Mais ce que je veux dire, c'est que l'administration Biden a en quelque sorte découpé le monde. Ils avaient cette carte publiée par Bloomberg, montrant quels sont les bons pays, les pays moyens et les mauvais pays, selon l'Empire américain. Et les bons pays étaient ceux qui bénéficiaient d'un accès préférentiel au commerce des technologies les plus avancées. Trump a poussé cette logique encore plus loin. Et il ne s'agit pas seulement des semi-conducteurs. C'est le commerce, point final. Si vous êtes un pays vassal obéissant, comme en Europe, alors Trump vous permettra de commercer avec les États-Unis, avec ses droits de douane. Mais si vous ne suivez pas les ordres américains, et si vous avez des politiques que les États-Unis n'aiment pas, il va vous imposer des droits de douane très élevés et vous forcer à venir à la table des négociations. Et si vous ne voulez pas parvenir à un accord du type de celui conclu par l'UPEROTOR, où l'UPEN a accepté des droits de douane américains de 15% sur les produits européens et des droits de douane européens de 0% sur les produits américains, ce qui donne un avantage considérable aux entreprises américaines par rapport aux entreprises européennes. La plupart des pays qui se respectent ne vont pas accepter cela. C'est un traité inégal. Donc, Trump dit en gros, très bien, si vous n'êtes pas nos vassaux, vous n'aurez pas accès au marché américain. Ce que j'essaie de montrer ici, c'est que ces politiques que Trump met en œuvre sont extrêmes. Elles sont agressives, mais elles ne sortent pas de nulle part. Elles suivent en réalité la même logique que celle des démocrates, mais elles la poussent à un tout autre niveau d'agressivité. They're just taking it to a whole new level of aggression.